Je vais commencer par deux remerciements. Je voudrais remercier doublement notre ami fidèle Daniel Valade, membre du Forum. Évidemment, vous le connaissez, brillant élu de notre municipalité, membre de notre académie et membre du Forum. J'ai en effet oublié de le remercier l'autre soir, jeudi, pour l'accueil qui nous a été réservé, donc pas jeudi mais vendredi dernier, à l'auditorium du Musée de la Romanité avec Edgar Morin. Et puis je veux le remercier tout aussi chaleureusement pour l'accueil aujourd'hui dans ce magnifique centre carré d'art rénové qui accueille une réalisation brillante du même Daniel, le Festival de la biographie. Merci Daniel, tu as la parole. Tu as la parole si tu veux nous dire un mot. Je reste prudemment au pied des autorités intellectuelles pour dire tout simplement, et je tenais beaucoup d'avoir salué Jean Matou, que j'ai eu comme prof d'économie politique. Ça n'a pas fait de moi un économiste de haute volée, mais en fait j'ai beaucoup apprécié son enseignement. Ça c'est un premier point. Et puis je voudrais aussi vous dire combien la ville de Nîmes doit une reconnaissance à Laurent Stéphanie, ambassadeur de la France à l'UNESCO. Depuis des années, il travaille sur le dossier de Nîmes. Vous savez que ce dossier n'a pas pour l'instant abouti, mais je voudrais vous dire à tous combien l'action de M. Stéphanie a été déterminante dans cette affaire, et je voudrais, sauf pour ceux qui ont suivi en direct la réunion de Baraille, vous dire combien j'ai apprécié sa réaction vigoureuse, culturelle, car il a immédiatement comparé le péristyle qui représente l'UNESCO, les colonnes de l'UNESCO, c'est dans le sigle de l'UNESCO, à celle de la Maison Carrée, en disant que finalement, c'était quand même bien que nous ayons une Maison Carrée, c'était bien aussi que l'UNESCO ait les mêmes colonnes, ce serait encore mieux que les nôtres soient aussi légalisées que les leurs. Mais eux, ils passent pas par l'ICOROS, donc voilà. Donc, merci à Laurent Stéphanie, je voulais le dire en public, au nom de la ville, de le remercier, de le féliciter pour les actions qui sont les siennes au plan historique, au plan éditorial, car c'est pour cela qu'il est à Nîmes, en tout cas depuis tout à l'heure jusqu'à dimanche. Eh bien, il nous fera part de ses expériences et puis il vous présentera ses ouvrages, dont un dernier vient de paraître. Je rappelle aussi d'ailleurs, parce que peut-être on ne le sait pas trop, vous êtes tous Nîmois, vous êtes tous contribuables. Ce qu'il faut savoir, c'est que le salon de la biographie est donc organisé depuis très longtemps par la ville de Nîmes qui en assure tout le budget. Et nous sommes heureux de faire en sorte que nos amis libraires indépendants, qui ont des neurones, qui ont des muscles, parce que vous avez vu en arrivant que les bouquins s'appellent, eh bien, ce sont nos amis libraires qui recueillent toute la recette de ce salon. Et nous nous en réjouissons. En tout cas, nous nous réjouissons surtout d'accueillir le Forum Charles Gide et Laurent Stéphanie et Jean Matouc. Merci Daniel. Monsieur l'ambassadeur, nous recevons aujourd'hui en votre personne un Nîmois au moins d'adoption, car comme vient de le dire Daniel, c'est vous qui avez défendu avec quel talent la candidature de notre ville au patrimoine mondial de l'humanité et qui allait encore la soutenir. Vous êtes par ailleurs un habitué du Festival de la biographie qui ouvre demain. Bref, vous êtes ici chez vous. Mais ce n'est évidemment pas votre seule référence. Vous êtes d'abord un grand diplomate qui, après l'Institut d'études politiques de Paris, puis l'Institut d'études américaines de l'Université de New York, est entré à l'ENA dans la promotion Léonard de Vinci. Vous avez ensuite suivi un parcours classique et brillant de postes extérieurs et intérieurs aux affaires étrangères. Vous avez été chef du protocole de la République française, et c'est ainsi que vous connaissez notre ami Bernard Moreau, qui lui-même était chef de protocole de l'Assemblée nationale. De cette expérience, vous avez tiré, bien entendu, des ouvrages dont le dernier en date, celui de 2016, à la table des diplomates, raconte 500 ans d'histoire de France de la gastronomie diplomatique et que je conseille à tout le monde. Mais vous savez surtout, à la suite d'un poste à l'ambassade de France auprès du Saint-Siège, acquis une connaissance très fine du Vatican et de la diplomatie vaticane. Le Vatican est un État, et de son vrai nom, c'est État de la Cité du Vatican, composé de deux entités distinctes, le Saint-Siège, autorité spirituelle, et la Cité du Vatican, entité temporelle, le véritable État auprès duquel sont des ambassades. C'est une monarchie absolue, il n'en reste plus beaucoup, de droit divin, il n'en reste plus beaucoup non plus, mais élective, puisqu'il est élu par le Collège des cardinaux. Je rappelle que le pape François a été élu le 13 mars 2013 à la suite
de la renonciation de son prédécesseur Benoît XVI. Et d'ailleurs, si vous avez l'occasion de nous expliquer pourquoi Benoît XVI a renoncé, je pense que ça intéressera beaucoup de gens ici. Les relations entre tous les États du monde et le Vatican sont toujours un rien ambigu. En effet, elles dépendent pour une part de la rigueur et de la profondeur de la laïcité des divers États, puisque cet État, le Vatican, est aussi une entité spirituelle, inséparable de l'entité temporelle. Chaque fois, par exemple, que le président français rend visite au pape à Rome, par exemple, l'actuel président s'y est rendu le 26 juin 2018, ou qu'il le reçoit chez nous, en France, comme le président Mitterrand l'avait fait à Strasbourg le 8 octobre 1988, pour Jean-Paul II, les yeux inquisiteurs des plus laïcs de nos concitoyens sont fixés sur ses moindres mots, ses moindres gestes, pour y trouver le blasphème anti-laïque qui va pouvoir être dénoncé. Aux grandes dames de ceux-ci, d'ailleurs, nos présidents sont chaque fois intronisés chanoines honoraires de l'archibasilique du Latran. C'est un titre qui remonte à Louis XI, qui a été réactivé par le bon roi Henri IV, donc à l'époque où il a abjuré. En effet, après avoir abjuré sa foi protestante, notre bon roi Henri a fait don au Latran de l'abbaye bénédictine de Clérac, dans le Lot-et-Garonne. En échange, il a reçu ce titre canonial de chanoine, décerné par la suite à tous les rois de France. Je ne sais pas trop ce qu'est un chanoine honoraire, ni de ce qu'est le Latran. Peut-être allez-vous nous en dire aussi un petit mot. Il y a deux formes constitutionnelles, si je puis dire, d'églises monothéistes dans le monde. Celles qui sont hiérarchisées, avec un souverain à leur tête, c'est le cas donc de l'église catholique ou encore des chiites iraniens. Et puis il y a les églises qui sont des agrégats de communautés indépendantes, comme le sont les églises protestantes, et plus encore divisées entre elles les communautés sunnites musulmanes. Les orthodoxes sont entre les deux. Ils ont des églises qui se rattachent chacune à un apôtre, et l'apôtre qui est, par exemple, pour Constantinople, c'est saint André, ou pour Antioche, c'est Pierre et Paul, avec des patriarches plus ou moins rivaux, comme en ce moment, tout le monde le sait, ceux de Moscou et de Constantinople, puisque ce dernier a reconnu l'indépendance de l'Église orthodoxe d'Ukraine. On se rappelle toujours la réflexion de Staline à propos de l'état du Vatican. Le Vatican, combien de divisions ? Je pense, mais vous allez sans doute nous en parler, que c'est de plus en plus faux. Les relations internationales de pouvoir sont de moins en moins liées aux capacités simplement militaires et de plus en plus à ce qu'on appelle le soft power, l'influence. Cela ne disqualifie pas les forces armées, et la France en sait quelque chose, qui a désormais la seule armée pouvant être projetée hors d'Europe de manière crédible, et qui de ce fait est obligée de remonter son budget militaire jusqu'à 2% du PIB. Mais la Chine, par exemple, tout en augmentant fortement ses capacités militaires traditionnelles, développe un grand soft power, comme nous l'a expliqué votre collègue Claude Martin. Les routes de la soie sont aussi commerciales que culturelles. Eh bien, le Vatican, sans division de combat, a un soft power très important. J'en donne deux exemples pour terminer. C'est Jean-Paul II et son « N'ayez pas peur », qui pour une part est à l'origine de la chute du mur en 1989. Et puis c'est le pape François qui a joué un rôle essentiel dans l'amélioration des relations entre les États-Unis et Cuba. Monsieur l'ambassadeur, je vous passe maintenant la parole. Nous sommes tout unis. Merci beaucoup, merci cher Jean Matouc, merci cher Daniel-Jean Valade. Je me sens effectivement chez moi à Nîmes, j'y viens, j'y reviens, et l'occasion à la fois du Salon de la biographie et de cette conférence devant le cercle Charles Gide est pour moi tout à fait importante. Alors je vais vous parler plutôt de la France et du Saint-Siège que de la France et du Vatican. Nous avons eu une petite discussion avec Jean Matouc, et je n'oublie pas que Jean Matouc est professeur de droit. Donc les institutions ont leur place et leur sens. Le Vatican, c'est en quelque sorte le support territorial du Saint-Siège.
Il n'existe en tant que tel que depuis 1929, depuis les accords du Latran. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que c'est une constitution. S'il y avait une fête nationale du Vatican pour son indépendance, ce ne serait pas il y a 2000 ans ou 1500 ans, ce serait tout simplement en 1929, parce que les États pontificaux ont été rayés de la carte, a été recréé autre chose, qui est le Vatican et qui est en quelque sorte le support physique du Saint-Siège, le support physique qui permet au pape d'avoir un rôle mondial, un rôle international, et évidemment à la France de s'y intéresser. Petite notation d'ailleurs, le Vatican, lorsque Mussolini a négocié avec le cardinal Gasparri les accords du Latran sur la réconciliation, il a proposé beaucoup plus. Il a proposé en fait d'avoir quasiment un tiers de la ville de Rome, c'est-à-dire le quartier du Trastevere, tout le Borgo, et même d'ailleurs encore une petite population résiduelle, simplement parce que c'était là-dessus que travaillaient depuis plusieurs décennies les juristes des deux côtés, du côté de la papauté comme du côté du gouvernement italien. Et le pape Pie XI, qui était pape à l'époque, a eu un mot définitif et a dit « Je veux quelque chose qui ne soit que l'ancienne basilique du Vatican, la place Saint-Pierre et les jardins du Vatican avec un certain nombre de dépendances, parce que je ne veux pas m'occuper de tramways. » Et le pape Pie XI, évidemment, avait raison, parce que les tramways, c'est un souci important pour toute personne qui a la charge d'une communauté humaine. Donc ce que je voulais dire, c'est que ce dont je vais vous parler ce soir, c'est surtout de la France et du Saint-Siège. Et d'ailleurs, ce que nous entretenons depuis maintenant le XVe siècle, c'est la première de nos ambassades permanentes depuis 1460, avec deux interruptions, l'une sous la Révolution française et l'autre entre 1905 et 1921. Mais ce que nous entretenons, ce n'est pas une ambassade de France au Vatican, c'est une ambassade de France auprès du Saint-Siège. Et ces relations entre la France et le Saint-Siège, elles ont plusieurs caractéristiques. La première, c'est la longévité et la continuité. Le pape Jean-Paul II, quand il est venu pour son deuxième voyage en France, le 4 octobre 1986, a voulu commencer sa visite par Lyon et par faire un discours à l'amphithéâtre des Trois Gaules, pour bien montrer que le christianisme est indissolublement lié à la Gaule romaine, ou aux Gaules romaines, et également évidemment à l'ancienne province romaine, puisque nous sommes ici dans la vallée du Rhône, et qu'il ne faut pas oublier qu'au musée que nous avons inauguré récemment, au musée de la Romanité, il y a énormément de souvenirs aussi qui montrent l'ancienneté, l'antériorité, si je peux dire, de la présence sur ce que l'on n'appelait pas encore la France, du christianisme. Que donc cette ancienneté des relations entre Rome en train de naître et la France en train de naître à la même époque, à partir au fond de Clovis, fait que les relations entre la France et le Saint-Siège sont très importantes et pour la France et pour le Saint-Siège. Tous les papes l'ont toujours rappelé. Que nous avons, sauf de très brèves périodes, toujours évité la rupture, et que, au fond, Rome est reconnaissante à la France aussi d'avoir évité de passer globalement dans le schisme, comme une autre très grande puissance européenne l'a fait à la Renaissance. Je pense bien évidemment à l'Angleterre. Donc vous avez là une relation très ancienne, avec une grande longévité, une grande continuité. Le deuxième élément que je voudrais rappeler, c'est
l'intensité de cette relation à certains moments et surtout sa dimension affective. C'est une relation qui est une relation passionnelle. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des périodes, je dirais, d'enthousiasme, et il y a eu des périodes un petit peu de froid. Vous l'avez dit, Monsieur Matou, les relations, les échanges, les mots qui sont prononcés, aussi bien du côté du président de la République ou des membres du gouvernement que du côté du pape, ont une visibilité qui est beaucoup plus grande que celle que l'on peut avoir avec un chef d'État, même un grand chef d'État comme Monsieur Poutine ou Monsieur, je parle grand par l'importance du pays, ou Monsieur Trump. Donc, nous avons ces caractéristiques d'intensité, d'affectivité, de longévité, qui se traduit par ce terme qui est souvent utilisé et qui est « la France est la fille aînée de l'Église ». Alors, j'avais l'habitude, quand j'étais en poste à Rome-Saint-Siège, de dire que malheureusement, ça correspondait à un état des relations bilatérales qui n'était plus celui d'aujourd'hui. Mais le pape, aujourd'hui sur le siège de Pierre, le pape actuel lui a redonné une certaine valeur en disant dans une interview à la Croix, sur laquelle je reviendrai en mars 2016, « Oui, la France est la fille aînée de l'Église, mais c'est une fille très infidèle. » Ou plus exactement, très peu fidèle, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc, longévité, continuité, intensité, affectivité. Et quelle est la raison principale de cette espèce d'affrontement, en quelque sorte, régulier entre la France et le Saint-Siège? Eh bien, c'est que tous les deux, nous avons une vocation universelle. C'est-à-dire que nous sommes, d'une certaine manière, donneurs de leçons et que nous propageons à travers le monde une forme de culture et un ensemble de valeurs universelles qui sont d'autant plus importantes et qui nous mettent d'autant plus en compétition que les deux sont étroitement liés. Il y a dans l'humanisme laïque français beaucoup d'héritage du christianisme, et toujours dans cette interview de mars 2016 où il a vraiment développé sa pensée, le pape a dit « Liberté, égalité, fraternité, ce sont des valeurs chrétiennes ». Et évidemment, comme nous ne les concevons pas exactement de la même façon, et qu'en particulier la France laïque efface, met entre parenthèses, toute dimension spirituelle ou de transcendance, la rivalité peut être relativement forte et quelquefois même violente. Nous avions organisé à l'ambassade de France près le Saint-Siège, c'était avant mon arrivée puisque c'était à la fin des années 80, une exposition très intéressante qui m'a beaucoup servi lorsque j'étais chargé d'affaires et ministre conseiller auprès du Saint-Siège. C'était une exposition de 1987 sur justement ces 1500 ans d'histoire entre la France et le Saint-Siège. Et j'y ai beaucoup appris, et j'ai repris évidemment ce catalogue pour préparer ma communication de ce soir. Bertrand Dufour, qui était à l'époque notre ambassadeur, c'était en 86-88, avait eu une très très bonne formule. Il avait dit, de par son poids démographique, sa fécondité intellectuelle et spirituelle, sa richesse économique, notre pays a constitué et constitue toujours pour le Saint-Siège un réservoir d'hommes et de femmes, d'idées, de moyens, qui contribuèrent et contribuent encore grandement à l'affirmation de son autorité spirituelle et à la diffusion de la religion dans le monde. Donc vous voyez cette espèce de tension entre la France et le Saint-Siège qui tient à la fois
à une forme de rivalité, parce que la France a complètement pris son autonomie, par étapes successives sur lesquelles je vais revenir rapidement vis-à-vis du Saint-Siège, mais d'un autre côté, le fait, et c'est probablement pour ça que le pape François a dit que cette expression de fille aînée de l'Église conserve toute sa valeur, qu'à travers l'histoire de l'Église catholique, il y a toujours eu un grand besoin de pensée française et de moyens français. Alors, évidemment, pour refaire un petit schéma historique des relations entre la France et le Saint-Siège, en partant de Clovis et de son sacre, qui est un élément important, parce que si nous avions suivi la majorité des Burgondes et la majorité des Wisigoths qui étaient installés dans nos contrées, ici, après la chute de l'Empire romain, eh bien, nous n'aurions pas été catholiques. Nous n'aurions pas été universels, nous n'aurions pas été romains, nous aurions eu une autre forme de dévotion à Dieu, l'arianisme, dont j'ai toujours pensé qu'il avait un lien assez fort avec l'islam. C'est-à-dire que les territoires qui, en Afrique du Nord et en Europe occidentale, se sont retrouvés dominés par des populations ariennes, au premier chef desquels les Wisigoths, qui évidemment, au moment de l'expansion de Mahomet, n'étaient plus ici, n'étaient plus en Occitanie, mais étaient toujours en Espagne, et certainement en Afrique du Nord, eh bien, l'expansion musulmane en a été facilitée. Donc ça veut dire que, premier moment, le roi des Francs est le premier des rois importants, puissants, du monde occidental à devenir chrétien au sens romain du terme. Ensuite, évidemment, Charlemagne qui sauve, à l'époque où les grandes invasions se continuent, d'ailleurs, invasion des Maures, des Sarrasins, mais aussi invasion des Vikings, qui à cette époque-là sont des Normands, qui à cette époque-là sont encore païens, c'est Charlemagne et ses successeurs qui sauvent, en quelque sorte, la chrétienté romaine, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on lui reconnaît ce titre exceptionnel d'empereur d'Occident en l'an 800. Ensuite, pendant au Moyen-Âge et le Moyen-Âge, de Cluny aux très grands papes que sont Léon IX, Urbain II qui prêche la croisade, les papes d'Avignon, en particulier Clément VI, et dans le même temps de grandes figures de spiritualité comme Saint Bernard de Clairvaux, comme aussi ceux qui étaient très influencés par la pensée française, comme Saint François d'Assise. François d'Assise ne s'appelle pas François par hasard. Saint Dominique, qui était d'origine espagnole, mais qui est enterré à Toulouse. Et brusquement, j'ai un doute entre Saint Dominique et Saint Thomas d'Aquin, c'est Saint Thomas d'Aquin qui est enterré à Toulouse. Mais enfin bon, le grand successeur en quelque sorte. Bref, vous avez pendant toute cette époque des grandes figures françaises ou très proches de la France qui ont un rôle essentiel. Vous avez un petit peu plus récemment Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc qui a été d'ailleurs au XXe siècle très utilisée par le Saint-Siège comme figure en quelque sorte de nationalisme français à mettre en valeur. N'oublions pas que c'est la canonisation de Jeanne d'Arc en 1920 qui a permis, première étape de la réconciliation après la séparation de 1905. Et puis ensuite, vous avez en 1944, le 13 mai 1944, le fait que Jeanne d'Arc est proclamée l'une des patronnes majeures de la France. 13 mai 1944, la date n'est pas innocente, c'est un message qui est adressé à la France à moins d'un mois du débarquement sur les côtes normandes.
Ensuite, ces relations s'institutionnalisent. Les concordats sont très importants pour la vie publique française. Le concordat de Bologne, qui dominera l'Ancien Régime à partir de 1516, signé par François Ier, et qui permet, malheureusement, si je peux dire, au roi de France d'avoir un pouvoir de nomination et un pouvoir d'attribution des biens ecclésiastiques qui, comme vous le savez, à cette époque-là, sont considérables à travers tout le territoire de l'espace français, beaucoup trop important. Il aboutira, mais je vais y revenir à l'instant, mais l'autre grand concordat, c'est le concordat de 1801, après cette vraie tentative d'émancipation vis-à-vis de Rome qu'a été la constitution civile du clergé. Et je voudrais aussi mentionner de grands cardinaux qui ont eu un rôle très important comme hommes d'État français et comme personnalité politique française de premier plan. Je pense à Richelieu, je pense à Mazarin, je pense au cardinal Fleury également, et je pense aussi au cardinal de Bernis qui est enterré ici. Alors, à côté de cette, symbiose en quelque sorte, il y a aussi en France à plusieurs reprises une volonté d'émancipation et qui traverse toute l'époque médiévale déjà, non seulement des mouvements de pensée comme les cathares, par exemple, cherchent à s'éloigner de Rome, mais Philippe IV le Bel aussi est très indiscipliné. Les rois de France, à l'époque du grand schisme, ne se comportent pas en romains exemplaires. Et ensuite, ça se traduira, sous l'Ancien Régime, par la force du gallicanisme et par le fait que jamais les décrets du Concile de Trente ne seront introduits en droit français. Mais on n'ira jamais, comme je l'ai dit, jusqu'au schisme global, on n'ira jamais jusqu'à la rupture, comme le monde anglo-saxon, ou comme la moitié, ou à peu près, du monde allemand, et on restera dans un rapport avec Rome qui a été remarquablement bien calibré, si je peux dire, par le roi Henri IV, qui, comme vous le savez, est passé plusieurs fois du protestantisme au catholicisme, était un homme qui avait une vraie spiritualité, mais qui pensait sincèrement qu'il fallait beaucoup se méfier des deux, systèmes, qu'ils soient synodaux ou qu'ils soient épiscopaux, qui s'appropriaient en quelque sorte la foi catholique ou la foi protestante, et qui pensait qu'on pouvait très bien se sauver dans les deux religions. Et il a eu cette invention extraordinaire qui en fait en quelque sorte le premier des laïcs. Sur un même espace politique, sous l'autorité de l'État, on peut avoir une foi différente, et la liberté de conscience et de religion l'emporte sur l'unanimisme. Malheureusement, comme nous le disions d'ailleurs en venant ici avec Jean Matouc, il y a eu une vraie régression qui n'a pas du tout rapporté au pouvoir politique en France. Et j'ai toujours pensé que la révocation de l'édit de Nantes, autant on pouvait comprendre l'édit de grâce d'Alès et la disparition des places de sûreté, parce que effectivement ça créait en quelque sorte une forme d'État dans l'État, même si ça permettait aux communautés protestantes minoritaires de se protéger. Mais la révocation de l'édit de Nantes et toute la politique qui a été menée, on va dire à partir de la fin de la Fronde, à partir des années 1650-1660, a été une erreur politique majeure qui a conduit à la Révolution française. Voilà. Louis XVI a perdu la tête parce que son aïeul Louis XIV a fait une faute politique majeure. Mais alors ensuite, grâce au Concordat de 1801, les relations retrouvent en quelque sorte une stabilité pendant le XIXe siècle, et en particulier sous le Second Empire.
Et il ne faut pas oublier que en 1870, la disparition des États pontificaux résiduels sont dues au fait que la France est défaite devant l'Allemagne et que fin août 1870, elle évacue ses troupes pour les envoyer vers des champs de bataille plus utiles à notre survie nationale. Alors ensuite, évidemment, c'est la séparation. En 1905, la République s'inscrit contre le Second Empire. C'est également le ralliement qui est préconisé par Léon XIII dès les années 1790. Mais ça n'aboutit pas et la rupture est consommée en 1905. Je dirais que d'une certaine manière, cette rupture est la conséquence d'un état de rapport de force antérieur à celui du moment de la rupture. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais il y a eu une sorte de force d'inertie anticléricale et anti-romaine en France qui a conduit à faire cette rupture à un moment où elle n'était sans doute plus nécessaire. Mais, en tout cas, le concordat de 1801 n'était plus viable. C'est surtout ça, la loi de séparation. C'est la remise en cause du concordat de 1801, et c'est la définition de rapports entre les différents cultes ou les différentes religions et l'État différents de ceux qui étaient quand même dominés par cette convention reliant un État particulier, la France, et Rome. Alors aujourd'hui, pour en arriver à l'état en 2019 des relations entre la France et le Saint-Siège, je voudrais dire qu'ils sont toujours très riches et très importants dans 4 volets. J'ai eu l'occasion pendant 4 ans de le vivre entre 2001 et 2005, mais ils se sont prolongés depuis. Le premier volet, celui où ça marche le mieux, si je peux dire, c'est le volet diplomatique. Parce qu'au fond, nous avons une politique étrangère que je qualifie quelquefois d'évangélique, en ce sens que nous cherchons la paix, nous n'avons pas de volonté de puissance, nous cherchons à empêcher le terrorisme de se développer, nous cherchons, en promouvant les droits de l'homme et la liberté d'expression, à lutter contre toutes les formes de totalitarisme. Et dans le monde contemporain, c'est également la politique étrangère du Saint-Siège. Il y a beaucoup de communautés de vues, et je dois dire qu'aujourd'hui, on a l'habitude de dire que le Saint-Siège a la meilleure diplomatie du monde. Je ne le pense pas, parce qu'il n'est vraiment bien représenté que dans les pays de tradition catholique. Et donc, dans les autres pays, il n'a pas tant d'informations que ça. Et j'ai pu vivre, et encore aujourd'hui on le vit, que les échanges d'informations qui existent, qui sont nombreux, sur beaucoup de sujets, entre la France et le Saint-Siège, vont plutôt dans le sens d'informations données par la France au Saint-Siège pour essayer de leur expliquer le contexte séculier dans lequel une action est éventuellement possible, en particulier dans les 2 champs extérieurs à l'Europe où nous sommes les plus actifs, c'est-à-dire d'une part le Moyen-Orient, d'autre part l'Afrique subsaharienne, mais ça peut marcher aussi dans l'autre sens. Et d'ailleurs, je dois dire que nous déplorons en 2018 la disparition de celui qui a été, à mon avis, le plus grand diplomate du Saint-Siège de ces 20 dernières années, qui était le cardinal Jean-Louis Torrent, et qui a vraiment dominé dans une vision très française, la place du Saint-Siège dans les relations internationales. Les échanges, donc, comme je le dis, sont nombreux, et sur beaucoup de sujets, on peut dire que le Saint-Siège est quelquefois, le pape est quelquefois en avance par rapport à nos propres positions. Je pense en particulier aux réfugiés et aux migrants, où il nous pousse à aller plus loin que ce que nous serions prêts à faire. Ça vaut pour toute l'Europe. Il ne faut jamais oublier que le pape François est fils de migrants et qu'il a lui-même vécu
personnalité très importante de sa famille, c'est sa grand-mère, et sa grand-mère, donc, qui était venue en Argentine depuis l'Italie du Nord, et que même s'il est né en Argentine, ses parents étaient de récents migrants, donc il sait ce que c'est que d'être migrant. Il est très présent sur toutes les questions d'environnement, c'est un grand défenseur des accords de Paris. Parmi ses rares encycliques, parce que contrairement à ses prédécesseurs, ce n'est pas quelqu'un qui écrit beaucoup, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui exprime des positions dans un langage d'ailleurs beaucoup plus moderne que celui de ses deux derniers prédécesseurs. Il tweet, si je peux dire. Mais parmi les encycliques qu'il a produites, il y a surtout une grande encyclique sur les rapports entre l'homme et la nature, Laudate Si, qu'il a publiée d'ailleurs peu de temps avant la conférence de Paris de décembre 2015. Enfin, sur d'autres sujets, il a un vrai discours, enfin le Saint-Siège en général, pas simplement le pape actuel, a un vrai discours sur la paix, sur le multilatéralisme, qui va tout à fait dans le sens de nos préoccupations, et également sur la prolifération nucléaire ou la prolifération balistique. Du coup, d'ailleurs, les échanges sont relativement riches, et pour s'en tenir simplement aux dernières années, Jacques Chirac a été 3 fois à Rome, Nicolas Sarkozy 2 fois, et François Hollande également 3 fois en janvier 2014, en août 2016, après l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray à côté de l'assassinat terroriste du père Hamel à côté de Rouen, et en mars 2017, invité par le pape avec tous les chefs d'État des pays fondateurs de l'Union européenne, quelques jours avant la commémoration de la signature du traité de Rome de 1957. À un niveau un petit peu plus modeste, Monsieur Le Drian s'est rendu pour la canonisation de Paul VI et de Monseigneur Romero à Rome le 14 octobre. Il y a eu des délégations d'élus. Assez récemment, le maire de Marseille et 300 élus de PACA se sont rendus de Provence-Alpes-Côte d'Azur, se sont rendus à Rome en 2018. Un peu avant, c'était des élus d'Auvergne-Rhône-Alpes, menés par M. Collomb et M. Vauquier. Et le 18 septembre 2018, j'ai relevé que Mme Carole Delga, présidente de la région Occitanie, avait été reçue à Rome et avait remis au Saint-Père une invitation à se rendre à Lourdes. Donc on ne peut pas dire que les autorités publiques françaises négligent en quelque sorte Rome. Réciproquement, Jean-Paul II est venu 8 fois en France. En dehors de l'Italie, c'est le pays où il s'est le plus rendu. Benoît XVI, malgré la brièveté de son pontificat, est venu 2 fois. Et tout le monde s'interroge pourquoi le pape François n'est pas encore venu en France, mais on remarque qu'il n'est pas plus venu en Espagne et qu'il a tendance à privilégier les petits pays périphériques. D'ailleurs, il a souhaité que les journées mondiales de la jeunesse qui commencent dans quelques jours, se tiennent au Panama. Et qu'il a été plutôt dans des pays où on n'avait jamais vu de pape, plutôt que d'aller dans un grand pays. Il a répondu un jour, alors qu'on l'interrogeait, « Je viendrai, mais ça n'est pas la priorité. » Voilà. Enfin, les relations sont quand même existantes. Donc, beaucoup de sujets sur lesquels on échange. La Chine aussi, c'est un vrai sujet. Ça fait le lien avec les routes de la soie dont mon collègue Claude Martin et mon ancien ambassadeur Claude Martin a parlé. Il y a l'Amazonie, puisque le prochain synode sera consacré à l'Amazonie, le prochain synode des évêques. C'est un sujet important. Il ne faut jamais oublier que la France est aussi un pays amazonien par la Guyane, et que évidemment nous avons là des enjeux qui ne sont pas seulement des enjeux
d'évangélisation ou spirituelle, qui sont aussi des enjeux d'exploitation de la forêt, d'orpaillage, de surpopulation, de misère plus grande qu'ailleurs. Donc ça nous intéresse évidemment d'échanger sur l'Amazonie dans le cadre de ce futur synode des évêques. Donc ça, c'est le premier monde. C'est le monde, si je peux dire, diplomatique, où globalement tout va bien et où nous sommes très heureux des prises de position de la Curie romaine et du Saint-Siège par rapport à nos propres positions. Deuxième monde, c'est les sujets de société. Alors là, évidemment, les sujets de société, nous sommes pas toujours sur la même ligne, et ce sont des sujets plus compliqués parce que notre société est une société de plus en plus sécularisée, et que par rapport même à une époque relativement récente comme l'époque du Concile, où, je vais négliger de le mentionner dans ma première partie, la pensée française, le père de Lubac, auquel le pape François fait souvent référence, ne serait-ce que parce que c'était un jésuite, mais également le père Congar, qui était dominicain, ont eu un rôle essentiel. Vraiment, le concile, et à Rome, on l'appelle le concile des Français. C'est d'ailleurs peut-être un peu pour ça que M. Le Drian s'est rendu à Rome pour la canonisation du pape Paul VI, parce que le pape Paul VI, non seulement avait un secrétaire d'État français, mais en plus considérait vraiment que la pensée réformatrice française de l'Église était fondamentale. Donc on s'est éloigné de cette époque-là. La France est un pays beaucoup plus sécularisé, un pays où la pratique s'est complètement effondrée, on peut le dire, et où, au fond, de nouvelles générations s'éloignent, non pas tant des préceptes de l'Évangile, mais s'éloignent surtout de tout un corpus de règles canoniques qui sont nées au fil des siècles et au fil des 2 derniers millénaires. Donc il y a eu 2 sujets majeurs ces dernières années de divergence de vues. C'est évidemment le mariage pour tous, ça c'est clair. Après, mais ça c'est un combat des années 70, l'avortement, et beaucoup plus récemment, qui tend évidemment actuellement les relations entre le Saint-Siège et la France, c'est la crise des abus sexuels dans l'Église, qui n'est pas une crise particulière à la France. Je dirais même que je ne pense pas, à lire la presse, que la France soit le pays le plus touché, loin de là, mais ça a des conséquences parce que, c'est vrai, par souci de l'institution, un certain nombre de prélats français se sont éloignés, je dirais, des obligations du code pénal de dénonciation et de mise à l'écart. Et là, nous en revenons à cette tendance toujours de la structure ecclésiale de se délocaliser en quelque sorte en revendiquant des privilèges et des immunités qui ne sont plus de notre temps. Donc, diplomatique, ça va bien. Sociétal, c'est plus compliqué. Mais là aussi, l'ambassade de France près le Saint-Siège a son rôle, si je peux dire. Et nous devons expliquer, c'est un des volets essentiels du travail. Et je me souviens, en particulier, lorsque j'étais en poste à Rome, donc en 2003, c'était au moment où il y avait les grands débats dans le cadre du projet de constitution européenne qui, bien malheureusement, n'a pas débouché. C'était vraiment le moment de l'affaire. Et l'une des raisons pour lesquelles ça n'a pas débouché, c'est justement sur la place de l'héritage chrétien dans la Constitution et de cette division entre certains pays de l'Europe élargie et d'autres qui n'ont pas la même vision, qui n'ont pas non plus une société aussi multiforme, aussi cosmopolite, aussi mélangée que la nôtre. Et il fallait expliquer à la Curie, nous avions régulièrement des rendez-vous pour expliquer. Nous étions en lien avec le président Giscard d'Estaing, qui présidait la
convention qui devait élaborer la Constitution, pourquoi nous avions ces positions légèrement décalées par rapport à ce que attendait la curie romaine. Troisième volet, c'est le volet culturel. Comme je l'ai dit, nous avons un petit peu moins aujourd'hui de place d'influence dans ce domaine, mais est toujours présent à Rome, toujours actif, même s'il a maintenant 88 ans, le cardinal Poupart, qui est toujours l'un des 2 cardinaux français de curie, avec le cardinal Mamberti, qui est le préfet du tribunal suprême de la signature apostolique, qui est une sorte de cour de cassation. Enfin, ce tribunal est comme un premier président de la cour de cassation en droit canonique de l'Église. Mais l'autre, c'est le cardinal Poupart, qui a été pendant 25 ans président du Conseil pontifical de la culture. Et il y a certainement beaucoup de sujets sur lesquels nous apportons. À Paris, il y a le Centre des Bernardins, et nous structurons en particulier sur les nouveaux sujets, d'autant que dans le cadre de la réforme de la curie a été fusionné un certain nombre de congrégations et de conseils pour créer un dicaster, enfin un grand conseil pour le développement intégral qui traite en particulier de tous les sujets mondiaux contemporains. Et nous avons à Rome organisé une conférence sur gouverner un bien commun, l'accès universel à l'eau pour tous. Donc je dirais que dans cette dimension culturelle au sens large, dimension d'influence de civilisation, pas simplement la culture, nous avons un rôle que nous cherchons à défendre, et il ne faut pas oublier que le seul centre culturel français, le seul institut français de Rome est le centre Saint-Louis, qui a son importance. Enfin, le dernier volet de ces relations pour ce qui concerne la France à Rome, alors spécifiquement, c'est le volet patrimonial, en ce sens que nous sommes le dernier pays à conserver encore ce que l'on appelle les pieux établissements de la France à Rome et à Lorette, sur la côte adriatique. Ces pieux établissements sont un ensemble d'églises qui représentent certaines de nos communautés régionales. Nous avons Saint-Yves des Bretons, Saint-Claude des Bourguignons, Saint-Nicolas des Lorrains, et puis les 2 grandes églises que sont Saint-Louis des Français, en plein cœur de Rome, qui en plus accueille non seulement le centre culturel, mais également une partie des services de l'ambassade de France bilatérale, puisque c'est là qu'est installée l'ambassade de France auprès de la FAO, et le service militaire, l'attaché militaire et ses services du Farnèse. Donc ça veut dire que d'avoir ces locaux très importants, ça nous permet d'avoir à Rome une présence, mais enfin on n'en manque pas, entre le Farnèse, la Villa Médicis, mais il ne faut pas oublier le centre Saint-Louis et la Villa Bonaparte. Donc nous avons ces 5 églises, nous avons la Trinité des Monts, nous avons des immeubles de rapport, et nous sommes en quelque sorte incarnés à Rome. Nous avons là, et pour ceux qui s'intéressent au patrimoine parmi vous, c'est un élément important, et c'est aussi un élément de coopération franco-italienne très utile, parce que là, il s'agit évidemment de coopération avec les autorités italiennes. Ce côté patrimonial, il y a aussi le canonicat de Saint-Jean de Latran. Alors ce canonicat, comme vous l'avez dit, a une histoire. Ça n'est rien. C'est-à-dire que c'est uniquement, ça ne vaut que parce que, enfin il y a un diplôme quand même, mais que quelqu'un le décerne et que quelqu'un l'accepte. Voilà. Et d'ailleurs, ce canonicat a eu toute une histoire, parce qu'il a été évidemment fondé à la fin du Moyen-Âge, mais il a été surtout remis en valeur par Henri IV. C'est l'époque de la réconciliation de 1598, c'est-à-dire que l'édit de Nantes passait aussi par une réconciliation avec le Saint-Siège, et également, après 40 ans de guerre civile qui avait été dramatique
hein, en particulier ici dans la région, mais aussi partout ailleurs, la France était exsangue et elle avait accumulé des dettes comme aucun autre État à travers le monde. C'est pas nouveau, vous allez me dire, mais ces dettes, il fallait les rembourser, et l'une des façons de les rembourser, c'était de profiter de la vanité de cette grande famille de banquiers florentins qui étaient les Médicis, et qui étaient non seulement très puissants à Florence et très fortunés. Il y avait déjà eu le mariage de Catherine de Médicis et d'Henri II, mais on a refait la même chose avec Marie de Médicis, et ça supposait évidemment que cette famille qui était très en cours à Rome, et le cardinal, le pape Aldobrandini, dont brusquement le nom m'échappe, le nom de reine m'échappe, mais c'était Clément VIII, le pape Clément VIII puisse donner son aval. Donc pour obtenir le divorce de Marguerite de Valois et d'Henri IV, il fallait, dans le système de l'époque, se réconcilier. Et se réconcilier, ça voulait dire faire des gestes. Et faire des gestes, c'était dans les deux sens. C'était donner de l'argent à la première des églises de la chrétienté, puisque Saint Jean de Latran est tête et mère de toutes les autres églises au monde, puisque c'est la première église qui était... Enfin, c'est le premier palais, plus exactement le palais du Latran, qui a été attribué officiellement par un empereur, en l'occurrence Constantin, en 313 à l'Église catholique. C'était la première étape de la reconnaissance de l'Église catholique. Et donc Saint Jean de Latran, symboliquement, était très importante. Donc on a inventé ce canonicat honoraire, c'est-à-dire qui était aussi une façon de dire il y a le pape, il y a des évêques, et puis il y a aussi des chanoines, et ce bon laïc de roi de France n'est rien mieux qu'un chanoine honoraire, quand même. C'était une façon habile de le placer, si je peux dire, à un niveau certes honorable, mais assez modeste dans le système hiérarchique de la curie romaine. Mais c'est comme ça, et ensuite il y a eu effectivement une histoire de Saint Jean de Latran, qui sous l'Ancien Régime était toujours mise en valeur, avec des biens qui étaient donnés au chapitre, dont l'abbaye de Clérac, ce qui n'était pas la seule. Il y a eu également une dotation majeure à Lorette, c'est pour ça que nous avons ces pieux établissements à Rome et Lorette, mais en contrepartie, quelque sorte, c'était de montrer l'excellence des relations. Et le fait d'aller chercher sa stalle, ou d'avoir simplement une cérémonie à Saint-Jean de Latran, c'est un signe de l'excellence des relations bilatérales. François Mitterrand n'a pas été créé chanoine honoraire de Saint-Jean de Latran, sachant que c'est le premier et unique chanoine honoraire de Saint-Jean de Latran. Mais le système a été, de manière symétrique, institué à Sainte-Marie-Majeure pour les Espagnols. Et tous les chefs d'État espagnols, et le roi Philippe VI, ont pris leur canonicat honoraire de Sainte-Marie-Majeure. C'est en quelque sorte un moyen de montrer que la fille aînée et la fille puis née sont encore dans un lien privilégié avec Rome. Enfin, il ne faut pas en surestimer les conséquences pratiques. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que, aussi je voulais le dire dans mon exposé, que la France aujourd'hui est toujours le 6e catholique, le 6e pays au nombre de catholiques, au nombre de baptisés dans la foi catholique. Donc évidemment, ça ne peut pas, pour le Saint-Siège, ne pas être quand même un pays qui compte. Alors en conclusion, que puis-je vous dire sur cette relation très longue, sur cette relation qui a connu des hauts et des bas? C'est une relation riche, c'est une relation utile pour la France et utile pour le Saint-Siège, il faut le dire. Ça n'est pas une relation facile, il y a toujours des moments
de complexité. Et le pape, finalement, dans cette formule, alors le pape qui, pour la première fois depuis très longtemps, n'est pas un pape d'origine européenne. Alors évidemment, son nom, ses origines familiales, le fait que l'Argentine est un pays quand même très proche du monde européen, font que c'est un peu caché, mais il a relativisé la place de l'Europe dans le monde, et il nous a qualifiés, d'ailleurs, dans un de ses discours, de périphérie. Et il a même ajouté « Je vous qualifie de périphérie parce que comme ça, c'est une leçon, que vous arrêtiez de vous considérer comme le centre du monde. » Et même le centre du monde, même devenu laïque, que vous arrêtiez de vous considérer comme le centre du monde vu chrétien et vu du point de vue du Saint-Siège. Voilà, il est beaucoup plus exigeant, mais c'est lui aussi qui, en 2014, avait, lorsque sa seule visite en France, et il n'était même pas passé à la cathédrale de Strasbourg, avait été donc pour le Conseil de l'Europe et pour le Parlement européen, et il avait qualifié l'Europe de grand-mère stérile, quand même. Hein. Donc, il est, comme je dis, il est plus sur une ligne, je dirais pas de pastorale, de Trump que de ses prédécesseurs et singulièrement du pape Benoît XVI. Voilà. Alors je conclurai avec quelques petites formules tirées de cette interview qu'il a donnée à la Croix en mai 2016, pardon. Voilà. Je le cite à différents. La petite critique que j'adresserai à la France est d'exagérer la laïcité. Cela provient d'une manière de considérer les religions comme une sous-culture. Je crains que cette approche, qui se comprend par l'héritage des Lumières, ne demeure encore. La France devrait faire un pas en avant à ce sujet pour accepter que l'ouverture à la transcendance soit un droit pour tous. En somme, voilà ce qui me fascine avec la France. D'un côté, cette laïcité exagérée, l'héritage de la Révolution française, et de l'autre, tant de grands saints. À différents moments dans cette interview, d'ailleurs, il parle aussi, c'était aux élus de la région Rhône-Alpes, le 30 novembre 2016, donc une visite précédente à celle que je mentionnais, les valeurs républicaines de liberté, égalité, fraternité doivent être apportées à leur fondement transcendant. C'est tout l'enjeu d'un véritable débat sur des valeurs et des orientations reconnues communes à tous. C'est un pape qui a le sens des formules. Le temps est plus important que l'espace, et il est clair que la relation entre la France et le Saint-Siège s'apprécie dans le temps. Et aussi, il a dit que la planète n'était pas un globe, parce qu'un globe c'est lisse, or la planète est plutôt un polyèdre, avec des angles et des parties relativement obscures. Mais enfin, ce que je voulais simplement vous dire, essayer de vous convaincre, c'est que la France et le Saint-Siège sont dans une relation dense, ne sont pas toujours d'accord, mais que des deux côtés, comme dans toute relation d'ailleurs, on a beaucoup à y gagner et qu'il ne faut certainement pas se méprendre sur l'importance que du côté du Saint-Siège comme du côté de la France, on attache à de bonnes relations avec la Rome pontificale. Voilà. Merci à vous. Vous avez attiré mon attention sur ce que vous avez dit à propos de l'arianisme qui aurait été plus proche. Alors, moi, j'avais appris une chose, vous allez me la confirmer ou pas, c'est que lorsqu'il y a eu le débarquement des premiers musulmans au sud de l'Espagne, donc là on est au VIe siècle, hein, je rappelle que la conversion de Recared, l'espagnol, de l'arianisme au catholicisme date de 532. Et lorsqu'il y a eu le débarquement, on dit que les premiers contingents que les musulmans ont envoyés très habilement, ce sont des Ariens berbères qui venaient punir Recared et sa cour de sa conversion au catholicisme. Est-ce que vous avez entendu dire ça aussi ?
Oh, je pense que c'était plutôt une expansion dans cette Europe, une expansion politique et militaire, et que évidemment les expansionnistes utilisaient tous ceux qu'ils avaient sous la main, mais ils ont envoyé des auxiliaires ariens parce que probablement ils devaient penser qu'en face, il y aurait aussi des ariens. Bon, c'est comme l'utilisation des contingents barbares dans les troupes impériales romaines. Mais ce que je voulais dire, c'est que probablement la réception de ce monothéisme absolu qu'est l'islam a été plus facile pour des ariens qui considéraient que le Christ n'était qu'un prophète parmi d'autres et que sa nature divine n'était pas justifiable. Bon, alors, bien sûr, il y a des questions, j'espère. Pourquoi, durant la présidence de M. Hollande, nous n'avons pas eu d'ambassadeur au Vatican pendant plusieurs mois? Nous n'avons pas d'ambassadeur auprès du Vatican depuis plus de 6 mois. Donc, il se trouve que j'étais à Rome pour passer quelques jours au moment des fêtes, chez des amis. Je suis allé à l'ambassade de France près le Saint-Siège et j'ai dit au chargé d'affaires, qui a été mon successeur, parce que j'ai été moi-même 6 mois chargé d'affaires en 2001-2002, je lui ai dit, tu sais, à la fin, il va falloir faire une histoire des chargés d'affaires, parce que si on voit ces 20 dernières années, on en a quand même très régulièrement. Et si on voit l'histoire des relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège, on en a aussi très régulièrement. C'est-à-dire que c'est probablement un des aspects de cette relation de proximité et de rivalité, de tension, de concurrence et je dirais pas de fascination, mais enfin de vif intérêt qui fait que voilà, régulièrement, on se prend les pieds dans le tapis. Et on ne nomme pas aussi régulièrement qu'à Berlin, qu'à Washington. C'est un poste quand même très particulier. Donc on cherche un ensemble de qualité chez la personne qui l'a, voilà. J'ai été nommé par un décret du 5 janvier 2015 ambassadeur au Saint-Siège, mais je n'ai jamais reçu mon agrément, mais pour une raison un peu compliquée, et comme François Hollande me soutenait, je lui en suis très reconnaissant, et qu'il considérait en plus qu'il n'y avait vraiment aucune raison de ne pas m'agréer, à la fois pour des raisons de principe et puis pour des raisons liées à la personne, eh bien, voilà, il a fallu plus d'1 an et 3 mois pour qu'il y ait de nouveau un ambassadeur auprès du Saint-Siège. Et pour d'autres raisons, nous nous retrouvons avec celui qui avait été justement nommé, qui est parti à la retraite à l'été, en juillet 2018, et qui jusqu'à présent n'a pas été encore remplacé, mais je ne doute pas qu'il le sera prochainement. Autre question, autres informations. Oui, Daniel. Ça va peut-être élargir le sujet, mais on évoque une évolution de la loi de 1905. Est-ce que vous pourriez nous éclairer? Alors, la loi de 1905, elle a été conçue surtout pour définir les rapports avec l'Église catholique suite à la rupture de ce qui était à la rupture des relations diplomatiques, c'est-à-dire à la rupture du concordat, parce que il y avait de puissantes et nombreuses communautés protestantes et juives en France à cette époque-là. On a aussi conçu une loi qui couvrait l'ensemble du champ des religions, comme on appelle, des cultes anciennement reconnus, pour leur faire une place et leur définir un statut. C'est tout simple. La loi de 1905, c'est une loi qui précise la liberté de religion et qui définit ensuite un certain nombre de conditions, d'ailleurs très libérales et très respectueuses des différentes religions. Il y a eu ensuite une pratique
qui fait que même la religion catholique, qui au début l'a vécu comme un traumatisme, surtout que cette loi de 1905 qui transférait les biens qui étaient des biens d'église soit aux communes, soit à l'État, a conduit à faire un inventaire domanial de tous les biens des différentes églises, et que cet inventaire a été non pas perçu comme un inventaire à travers toute la France, mais comme la volonté de venir récupérer une nouvelle fois, comme sous la Révolution française, les calices, et puis ensuite les fondre, les vendre, enfin voilà, alors que ça n'était pas le but des inventaires. Et donc il y a eu cette rupture, mais on peut dire quand même qu'assez rapidement, à partir des années 20, après la grande saignée de la Première Guerre mondiale, aussi dans ce domaine, ça s'est, si je peux dire, pacifié. Et que nous avons eu, pendant, au fond, 80 ans, un système qui a bien marché. Voilà, la loi de 1905 est une loi tout à fait remarquable et qui a bien fonctionné, mais elle a bien fonctionné aussi parce qu'il y avait en face soit la conférence épiscopale, soit le conseil, monsieur, le pasteur Claveroli est président du... non, la Fédération protestante. Voilà, il y a le consistoire, effectivement, et un président du consistoire. La Fédération protestante de France, voilà ce que je cherchais, qui regroupe à la fois calvinistes, luthériens, voilà, toute la difficulté maintenant avec l'apparition d'un certain nombre de temples plus évangéliques. Bon, c'est pas... Mais quand même, globalement, ça fonctionne. Ça fonctionne parce que ça fait 80 ans qu'on a l'habitude de travailler ensemble et qu'il y a des deux côtés des interlocuteurs qui savent se parler. Bon. La difficulté, c'est évidemment l'apparition de l'islam. Alors, j'ai travaillé sur le sujet puisque j'ai été longtemps conseiller pour les affaires... Enfin, j'étais un certain temps conseiller pour les affaires religieuses au Quai d'Orsay, donc j'ai beaucoup travaillé avec le bureau central des cultes, à l'époque où il était dirigé par Didier Lesky, et c'était dans les années 2005. C'était justement au moment où nous commémorions le centenaire de la loi de 1905 et où la volonté de créer un conseil représentatif de l'islam de France a commencé. C'est l'époque où Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur et s'est toujours beaucoup intéressé au sujet. C'est-à-dire que nous avons essayé d'appliquer à l'islam les mêmes recettes, si je peux dire, qui avaient marché pour le catholicisme, le protestantisme et le judaïsme. Et assez vite, on s'est retrouvé face à l'absence d'interlocuteur. En dehors d'un interlocuteur un peu autoproclamé, qui est le recteur de la Grande Mosquée de Paris, mais la Grande Mosquée de Paris est elle-même une tendance de l'islam de France, parce que c'est l'islam algérien, c'est-à-dire qu'elle a été créée à l'origine par la France, d'ailleurs, par l'État français, pour être un lieu de culte pour les nombreux Algériens musulmans qui venaient à Paris. Elle a été créée dans les années 20 et qui avaient aussi, pour certains d'entre eux, donné leur sang pour la France pendant le premier conflit mondial. Donc la difficulté, c'est que pour l'instant, l'islam en France, on a du mal à le structurer territorialement. Il est encore très lié à l'appartenance nationale, que les personnes soient binationales ou qu'elles soient simplement d'origine marocaine, algérienne et turque. C'est les trois grosses communautés, sachant qu'en plus les musulmans d'origine africaine subsaharienne sont encore moins organisés et donc on a énormément de mal à avoir de bons interlocuteurs, sachant que les interlocuteurs raisonnables eux-mêmes nous incitent à trouver des solutions et à les aider à lutter contre les extrémistes, parce que cette absence de règles sur beaucoup de sujets amène à encourager en fait les discours les plus radicaux. Voilà. Alors, moi, j'en arrive à me demander si ça doit passer par une réforme de la loi de 1905. Je crains que ce ne soit pas possible, ce que l'on a essayé de faire depuis peut-être une quinzaine d'années, mais je crains que la loi de 1905 est trop spécifiquement liée à ces religions qui ont quand même beaucoup de points communs
disons-le, que ce qui le judéo-christianisme est quand même fait que voilà, on se rend compte aujourd'hui, surtout dans une société de plus en plus séculière et agnostique, à quel point il y a énormément, il n'y a pas seulement l'Ancien Testament, il y a aussi beaucoup de choses qui sont... Et qu'il va falloir probablement trouver des solutions qui soient spécifiquement adaptées à l'islam. Oui, alors il y a une question au fond là-bas, à droite. Toujours à propos de la loi de 1905, il se trouve qu'en 1905, les frontières de la France n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Je pense en particulier à la situation particulière de l'Alsace et du nord de la Lorraine, qui à cette époque-là était, comme vous le savez, sous l'autorité allemande. Est-ce à dire, en conséquence, que les relations entre l'État et les églises sont de nature différente dans ces différents points de la France aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors, la réponse est oui en droit, et je dirais non en fait. C'est-à-dire que la situation est la même que dans le reste de la France. La particularité, c'est que les deux évêques, les pasteurs, les rabbins sont rémunérés par l'État. Voilà, en Alsace et en Moselle. Alors vous avez ensuite, parce que le concordat de 1801 a été maintenu par les autorités allemandes et il a été jugé en 1918 et 1920 que c'était tellement ancré dans l'identité alsacienne qu'on ne pouvait pas... vous savez, le retour de l'Alsace et de la Moselle à la France n'a pas été très simple, parce qu'il s'était quand même passé presque 50 ans entre la séparation et le retour, donc ça veut dire que c'était 2 générations. Donc ils s'étaient habitués à un autre système qui en plus avait su, je dirais, séduire. Nous avons inscrit au patrimoine mondial la Neustadt, à l'été 2017, la Neustadt de Strasbourg. Enfin, c'était une extension majeure des vieux quartiers médiévaux autour de la cathédrale de Strasbourg. Et le maire de Strasbourg, M. Ries, souhaitait que l'on étende. Donc c'est plus facile d'avoir une extension que d'avoir un nouveau dossier inscrit. Mais à la Neustadt, c'est tout ce quartier qui a été construit à l'époque impériale allemande et qui était vraiment magnifique. Je veux dire, les Allemands avaient fait beaucoup de choses. Enfin, ça nous éloigne évidemment des questions religieuses, mais ce que je veux dire, c'est que ça a été maintenu. Et aujourd'hui, on peut dire que la différence, c'est que, effectivement, au budget de l'État, il y a un certain nombre ils ne sont pas des fonctionnaires, ce sont des contractuels, puisque de toute façon c'est leur... et qu'il y a encore une faculté de théologie. Il y a même d'ailleurs 3 facultés de théologie à Strasbourg. À Montpellier aussi. Mais c'est une faculté libre. Oui. Alors que là, ce sont des facultés d'État. C'est-à-dire que si on veut... Et d'ailleurs, on avait envisagé, il y a 15 ans, quand on réfléchissait aussi à la formation des imams, alors on avait dit pourquoi est-ce qu'on n'irait pas les former à Strasbourg? Moi j'ai toujours dit mais il n'y a pas besoin d'aller les former à Strasbourg, on ne va pas les former en théologie, on ne va pas créer une faculté de théologie musulmane, ce qu'il faut c'est les former au droit. D'abord, c'est beaucoup plus utile de les former effectivement à l'ENA ou dans une école de fonction publique. Il faut les former aux droits de l'homme, il faut les former à la langue française, il faut les former au code civil, il faut les former à ce qui fait, ce qui nous réunit. Voilà, quelle que soit ensuite la particularité des... Mais donc il y a un statut particulier, mais dans la pratique, on ne contrôle pas plus les nominations. Enfin, voilà, on ne peut pas dire qu'il y a une sorte d'harmonisation. Le Conseil constitutionnel, très récemment, il y a 2 ou 3 ans, à la faveur d'une QPC, et le Conseil a déclaré que dans la mesure où le législateur n'était pas revenu sur cette situation, elle n'était pas... Oui, il y a eu une QPC, il y a eu une question prioritaire de constitutionnalité récente
dans lequel le Conseil constitutionnel a jugé que... A jugé que ce régime n'était pas dérogatoire à la Constitution, Voilà. dans la mesure où le législateur n'avait pas jugé utile de revenir dessus. Voilà, donc vous avez... C'était... Bon, on va pas en prendre trop, hein, maintenant. Alors, il y en a deux, là, hein. Il y en a une là-haut. Allez-y, monsieur. Monsieur l'ambassadeur, vous avez rappelé la petite phrase du Saint-Père disant que nous étions à la périphérie, ce qui est assez rigolo parce que je pense que nous ne sommes pas le seul pays à la périphérie dans ce cas-là. Mais à votre avis, quels sont les rapports du Vatican, enfin du Saint-Siège, avec la religion musulmane, et d'autant plus que la religion musulmane se développe à grands pas dans le monde entier, et que la religion catholique, à part le Brésil, restera diminuant. Je dirais que le Saint-Siège a les mêmes difficultés que nous à avoir des interlocuteurs représentatifs, en quelque sorte. Mais il y a un dialogue, alors en particulier avec la mosquée d'Al-Azhar au Caire, qui est considéré un petit peu comme un centre d'islam à la fois traditionnel, pas relativement modéré par rapport à d'autres tendances qui sont beaucoup plus... L'islam d'Arabie Saoudite, c'est le salafisme, c'est un islam c'est un islam rigoriste, si je peux dire. C'est un islam légaliste. C'est très difficile. Les relations existent, mais il y avait un conseil, d'ailleurs, il y a toujours un conseil, je ne sais pas, mais c'était le cardinal Torrent qui, ces derniers temps, après avoir été secrétaire aux relations avec les États pendant longtemps, qui était le président du conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, parce qu'il y en avait deux, il y en avait un pour l'œcuménisme, c'est-à-dire les religions... les relations avec l'orthodoxie, le protestantisme, etc. Et un autre pour les religions, pour les autres religions, à commencer par l'islam. Les contacts sont réguliers, sont nombreux, mais enfin, il n'y a pas il n'y a pas de volonté officielle de prosélytisme. C'est pas... Le prosélytisme des chrétiens, aujourd'hui, il est par l'exemple, il n'est pas par les armes ou par la négociation. Oui, vas-y. Oui, je voulais simplement m'inscrire un peu en... Regarde là-bas. Oui, m'inscrire un peu en faux par rapport à ce que vous avez dit sur la théologie. Parce que l'histoire du comparada au XIXe siècle, comme de celui des relations avec les différents consistoires, montre que le travail théologique a permis de préparer une acceptation de la laïcité. Et que ce qui est un des problèmes que nous pose le plus évidemment aujourd'hui une partie des musulmans de France, c'est que le rapport entre d'un côté la charia, la loi, qui en fait est consubstantielle à leur analyse religieuse, ne peut être distingué de cette analyse religieuse qu'avec un plus en matière théologique. Sinon, nous nous retrouvons en France avec des islams nombreux liés aux origines nationales, beaucoup plus qu'à un travail collectif de réflexion philosophique et théologique. Et pour ma part, je me souviens d'avoir débattu avec le cabinet Pierre Jox sur ce sujet, alors que j'étais au ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, disant clairement il faudrait se hisser le plus haut niveau possible en matière de théologie musulmane. On avait des DEA communs à Strasbourg, qui étaient des DEA de religion protestante, catholique et laïque, qui permettaient d'imaginer que l'on ait un jour des théologiens musulmans de haut niveau de ce pays, en France, qui permettent de gérer la confrontation des différents courants musulmans. Gérer entre eux, pas à l'État bien sûr, c'était pas à l'État de le faire, nous en sommes bien d'accord. Mais c'est pour ça que je pense que c'est une erreur de croire que l'essentiel, et seulement l'essentiel pour l'État, c'est de former les gens à la laïcité de manière réglementaire et juridique. Ça me paraît être une erreur.
pense qu'il faut le faire par le biais d'un travail philosophique, d'un travail de compréhension intellectuelle et morale. C'est beaucoup plus puissant que finalement une formation purement juridique. Je suis d'accord avec vous. Vous avez tout à fait raison. C'est pas, il y a un travail théologique, il y a un travail de réflexion, mais la difficulté, c'est comment l'État peut-il contraindre, je dirais, d'abord identifier les bons leaders religieux, et voilà. Mais ce travail est à mener. Ce à quoi je faisais référence, c'était quelque chose de plus concret, c'est qu'on se rend compte que au moment du Ramadan, qui est le temps fort, comme chacun sait, de la foi musulmane, les imams qui viennent, souvent de ces pays, de Turquie, d'Algérie, d'Afrique noire, sont, ça va à peine parler français, et l'idée c'était de les obliger, en contrepartie de la permission de venir prêcher dans des mosquées librement, de les former, de les mettre un petit peu dans un bain français. Voilà. Et ça, c'était pas nécessaire d'aller les amener à Strasbourg, parce qu'il y a des facultés de théologie d'État à Strasbourg. C'était à ça que je faisais. Mais sinon, je suis d'accord avec vous. Ça peut pas, la réponse ne peut pas être que juridique et administrative. Elle doit être aussi... Il faudrait que soit créé, c'est tout le débat actuellement, une sorte d'islam de France, un islam gallican. Voilà. Nous sommes en faveur d'un islam gallican, et nous avons l'impression que l'islam, dans ses rapports avec la puissance publique, est dans la même situation que le catholicisme au XVIIe ou au XVIIIe siècle. C'est-à-dire que voilà, il y a c'est pas encore le papillon. Bien, écoutez, on clôture ici. On remercie encore notre conférencier. Merci à vous.